Bonjour à tous, donc paraît-il j'ai juste un quart d'heure. Bon, merci. Alors, hop. Donc on va parler de plusieurs choses assez diverses. Voilà, je vous rappelle qu'il y a à peu près toujours 1500 publications par an sur la SLA, donc en choisir une dizaine, c'est toujours une gageure, donc c'est vraiment totalement arbitraire. On va commencer par un truc qui peut paraître absolument inutile. On en reparlera, c'est une IRM qui détecte les fasciculations. D'accord ? Donc, vous voyez sur la ligne du haut un T-1. Je vous expliquerai après comment ça marche. Ça peut se faire avec n'importe quel appareil d'IRM. Le T-1, que ce soit sa langue, son biceps, ses muscles paravertébraux ou ses mollets, il n'y a pas de mouvement musculaire. Et en fait, on va exploiter un artefact. Normalement, vous savez, quand on doit faire une IRM, il faut être absolument reposé. Au moindre mouvement, il y a ce qu'on appelle des signal voids, des artefacts. En fait, là, on exploite ces artefacts de mouvement liés à la fasciculation pour les détecter. Et donc, c'est assez joli. Et donc, dans les deux lignes, la ligne du milieu et la ligne du bas, ces deux patients SLA, on voit des fasciculations assez nettement. À quoi ça peut servir? En fait, vous savez que l'IRM musculaire dans la SLA, c'est en grand développement. Pour revenir, donc ça s'appelle, excusez-moi, le MUMRI, d'accord? Ça se fait avec des séquences de diffusion. Et donc après, on a des patterns d'atteinte de distribution des fasciculations qui sont assez jolis. Donc, l'équipe toulousaine, je ne sais pas si on a dans la salle, ont publié cette année un bel article d'IRM musculaire corps entier sur une vingtaine de patients. Et globalement, qui nous dit qu'à peu près 60% des patients ont des hypersignaux musculaires. C'est pas corrélé à l'électromyogramme, mais il y a des choses qui se passent au niveau des muscles, on le sait depuis longtemps. Mais la question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas combiner déjà l'IRM des fasciculations, l'IRM musculaire, mais peut-être aussi associer, vous savez, l'imagerie du cerveau, tout combiné chez un même patient. Donc hier, on a un petit peu parlé dans la session médicale d'un des signes radiologiques spécifique, relativement spécifique de la SLA, ça a plusieurs noms, motor dark band, motor band sign. Qu'est-ce que c'est? C'est un dépôt en hyposignal du gyrus précentral, comme vous voyez à gauche. Et donc on s'est longtemps posé la question, est-ce que c'est spécifique de la SLA? Parce que ça peut se voir quand même dans d'autres maladies neurologiques, l'atrophie multisystématisée. Mais la question, c'est quelles sont les séquences les meilleures pour la voir? Est-ce qu'il y a une quantification de l'intensité de la bande? Est-ce qu'on peut faire des scores? Et donc là, c'est l'équipe du Karolinska Institute qui fait un score de grading, donc un score en 12 points. Comment ça marche? L'intensité de l'hyposignal va être cotée 0 pour normal, 1 ou 2 en fonction de l'intensité. Et on va regarder 6 régions du cortex moteur. Donc la portion latérale, intermédiaire et médiale des deux côtés, donc 2 points maximum sur 6 régions, ça fait un score maximal de 12 points. Et comme vous le voyez dans le schéma en bas à gauche, quand on fait un score, un patient qui a au moins 1, 2 ou 3 ou plus de points, il n'y a quasiment que la SLA qui permet de mettre en évidence des bandes si noires, entre guillemets. Et ce qui est intéressant également, c'est que la topographie, enfin la localisation de ce motor band sign est en fait le reflet du mode de début de la SLA. Quand c'est plutôt la portion latérale du cortex moteur, c'est plutôt des patients qui débutent en bulbaire. Quand c'est plutôt en intermédiaire, c'est plutôt la main. Et quand c'est plutôt forcément en médial, c'est plutôt des troubles de la marche. Donc il y a une corrélation avec le mode de début de la maladie. Donc il y a une question qu'on peut se poser, c'est actuellement le diagnostic de la SLA, c'est un paradigme clinique, électrophysiologique, donc qui dépend énormément de l'être humain. Est-ce qu'on ne pourrait pas changer la façon qu'on a de faire le diagnostic? Est-ce que finalement, un patient qui a un motor band sign, qui a des hypersignaux musculaires, qui a des fasciculations, qui a peut-être des neurofilaments augmentés, est-ce qu'en fait il n'a pas juste une SLA? Est-ce qu'on ne pourrait pas combiner un petit peu tous les éléments pour avoir une définition qui n'est plus du tout clinique ni électrophysiologique de la SLA? Donc ça, ce serait beaucoup d'investissement, mais c'est très probablement ce qui va se développer dans les années qui viennent. Là, on va parler de scintigraphie cérébrale. Vous le savez, par exemple, pour la maladie d'Alzheimer, il y a des biomarqueurs, des marqueurs
pour la protéine Tau, pour le peptide amyloïde, qui sont des marqueurs de réponse au traitement actuel. Et donc, il va y avoir beaucoup de traitements pour C9orf72. C9orf72, vous savez que, entre autres, sur le plan anatomopathologique, ça se caractérise par la présence d'agrégats de dipeptides. Il y en a plusieurs types différents. Et là, tout simplement, c'est une scintigraphie cérébrale qui marque les dipeptides in vivo, qui va être le prémisse de biomarqueurs de réponse aux différents traitements qui vont être proposés pour les patients C9orf72. On va changer. Alors, ce n'est pas réellement de l'électrophysiologie, donc je ne vais pas vous faire un cours de physique quantique, j'en serais bien incapable, mais peut-être avez-vous entendu parler de ce qu'on appelle l'effet Raman. L'effet Raman, c'est un truc qui a été décrit il y a pas mal de temps, une centaine d'années. Quand un signal lumineux rencontre une substance quelconque, elle est rétrodiffusée par ce qu'on appelle un effet Raman qui va très modérément modifier sa fréquence, et ce qui permet de faire de la spectroscopie. Et donc là, c'est le développement, c'est parce que l'électromyogramme, il n'y a pas eu de grand bouleversement technologique depuis bien longtemps, et donc là, l'idée, c'est de mettre un spectroscope Raman dans une aiguille d'EMG. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, l'aiguille d'EMG, ça marche comme une aiguille d'EMG. Alors, juste, c'est possible de cliquer sur la vidéo? Enfin, non, c'est celle d'avant, c'est possible. Elle se lance pas la vidéo. Ouais, en bas, ouais, super. Donc, voilà, ça, c'est vraiment la myographie standard, c'est pas très intéressant. C'était juste pour montrer, les gens qui connaissent pas du tout l'EMG, qu'est-ce que c'est une dénervation active? Ça, c'est les ondes positives, ça c'est mauvais, le neurone meurt. Bon, tout ça pour dire que l'aiguille d'EMG en elle-même, elle marche comme une aiguille d'EMG, mais en revanche, on a ça. On a des données spectrométrie. Et donc, ça permet de regarder la quantité en protéines, en lipides, etc. Et là, ça compare une souris normale avec une souris SOD1. Et donc, ça permet d'avoir des données électrophysiologiques, plus de spectro. Donc, il y a toute une sémiologie nouvelle, probablement, à apprendre de modifications spectroscopiques dans le muscle de la SLA. Voilà. Alors, c'est pas un jeu du tout, mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand un patient a un diagnostic de SLA et qu'il a un smartphone. Vous pouvez, si vous êtes curieux, regarder son podomètre. Et si le podomètre enregistre ses pas depuis suffisamment de temps, on peut voir parfois, par exemple 6 mois avant le diagnostic, un petit décrochage du nombre de pas par jour. Je vous avais jamais fait ça? Il n'y a que moi qui fais ça. Donc, tout ça pour dire qu'un smartphone, c'est très probablement pareil. Hein, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un diagnostic déconnecté de l'interprétation humaine. Et ce qui est très probablement très important aussi, c'est une évaluation fonctionnelle qui est déconnectée d'une interprétation humaine. Donc ça s'appelle du monitoring. Et finalement, un smartphone, ça fait de tout ce qu'on a besoin. Et donc là, c'est une petite étude qui utilise des paramètres très simples du smartphone et qui est totalement corrélée à l'ensemble des paramètres de la LSFRS. Et du coup, il faudrait éventuellement que ces applications sortent pour que, tout simplement, on n'ait pas besoin de faire la LSFRS et le truc se télécharge tout seul, quoi. Hop. Parlons de... Alors, c'est pas fondamental, c'est la clinique. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça ou pas. La SLA est exceptionnellement paranéoplasique. Même si, quand il y a un diagnostic de SLA, les neurologues qui ont moins l'expérience font tout de suite souvent des bilans extrêmement lourds, PET scan systématique, dans l'espoir que ce sera une SLA paranéoplasique, tout en sachant que les SLA paranéoplasiques, ce n'est pas forcément moins grave qu'une SLA classique. Et en fait, en 2021, a été décrit un nouvel auto-anticorps qui s'appelle USP4. Et à l'époque, on avait déjà décrit que parmi la multitude de phénotypes de ce nouveau syndrome paranéoplasique, on trouvait des patients qui avaient une amyotrophie, un Flaylarm syndrome, une atteinte motrice proximale des membres supérieurs. Et cet anticorps anti-LUSP4 est associé à plutôt des tumeurs germinales, d'ailleurs souvent en dehors de leur organe d'origine, et qui nécessitent donc de faire des PET scans pour les montrer. Et donc cette année, il y a la plus grosse série de 4 cas. Bon, avec cette nouvelle auto-anticorps, mais donc c'est des patients qui présentent un Flaylarm syndrome, mais clairement paranéoplasique. Alors comment on fait pour ne pas le rater? C'est relativement simple.
Dans tous les cas, ces patients avaient une ponction lombaire inflammatoire. Et surtout, le Flail-Arm syndrome n'était pas isolé. Il était très fréquemment associé à soit une ataxie, des troubles oculomoteurs, une surdité. Mais donc, alors, j'ai pas eu le temps avant de venir de savoir, je pense qu'il est dosé dans les labos des centres de référence de Paris et Lyon, mais j'en ai pas la confirmation au moment où je vous le dis. Mais bon, on n'a pas besoin forcément d'avoir l'anticorps. Si vous avez un patient qui a un Flail-Arm, une PLA inflammatoire, mais je pense que naturellement, tout le monde aurait cherché plus loin. Mais donc là, je vous apprends peut-être ce nouvel auto-anticorps, l'USP4. Thérapeutique. Alors, on a beaucoup parlé d'un médicament qui s'appelle l'apilimode. L'apilimode, c'est un médicament qui a été développé, comme beaucoup de médicaments, il a été développé, mais on ne savait pas vraiment comment il marchait. Au départ, il était développé pour les maladies auto-immunes en tant qu'inhibiteur des interleukines 12 et 23, donc plutôt pour les maladies auto-immunes, pour lequel il n'a pas eu un débouché extraordinaire. Ce médicament apilimode, on s'est rendu compte que son effet était médié par une protéine qui s'appelle PIK5, enfin en tout cas c'est comme ça que je la prononce, c'est comme ça qu'ils le disent dans les congrès. Et en fait, ces inhibiteurs de PIK5, ça a l'air d'être un peu le médicament magique. Ça marche sur tout. Le cancer, l'infectiologie, les maladies dégénératives, les maladies auto-immunes, c'est vraiment trop bien, quoi. Surtout pour ce qui nous intéresse. Donc, ça joue sur ce qu'on appelle le système endosome-lysosome. Donc, c'est toutes les vésicules à l'intérieur de la cellule qui permettent, entre autres, de relarguer toutes les protéines toxiques. Et en gros, ces inhibiteurs de PIK5 vont forcer la cellule à excréter les protéines pathogènes, en caricaturant. Et surtout, il y a eu beaucoup de publications dans différents modèles de motoneurones, en particulier de patients C9orf72. Ce médicament, il n'est pas sur le marché, mais il a déjà été essayé dans plein de maladies et il est relativement sûr. Et donc, ça c'est ce que je vous disais globalement, ça force l'excrétion des protéines dans les plus petites des microvésicules qu'on appelle les exosomes. Et donc, vient d'être publié dans Brain, sachant qu'on avait déjà eu les résultats préalables à l'SMND l'hiver dernier, d'un tout petit essai thérapeutique, uniquement chez les patients C9orf72. Tout petit essai thérapeutique, parce qu'il y a 10 patients dans le groupe traité et 5 dans le groupe placebo. Mais c'est un essai qui se basait surtout, comme critère de jugement, des marqueurs de ce qu'on appelle de target engagement. C'est déjà, est-ce que le médicament inhibe bien PIK5 comme prévu? Est-ce qu'on a déjà des marqueurs biologiques qui pourraient dire que ça peut servir à quelque chose? Et en fait, oui, plutôt. Donc, dans le graphe en haut à droite, la protéine GPNMB, en fait, c'est juste un marque, c'est une protéine lambda qui s'élève quand il y a inhibition de PIK5. Donc là, ça montre juste que le médicament a l'effet biologique qu'on lui demande. Et quand on regarde dans le LCR, ces patients C9, on peut mesurer, chez les patients traités uniquement, une diminution de ces dipeptides GP. Donc il y a un effet biologique. L'essai est beaucoup trop court pour qu'on ait des effets cliniques et même sur les neurofilaments. Il y a une petite tendance, les neurofilaments baissent dans l'apilimode et restent stables dans le placebo, mais bon, c'était pas le but de l'essai. Le but de l'essai, c'est est-ce que ça peut être utilisé pour des essais de plus grande ampleur, et a priori oui. Et dans la petite communauté des patients C9orf72, je peux vous dire que moi j'ai déjà eu beaucoup de demandes d'apilimode, mais je ne sais pas comment on obtient. Ça, on en a parlé hier, c'était, on va peut-être pas revenir on va pas faire à chaque fois tous les essais négatifs de l'année, c'est un peu désespérant, mais il y a quand même cet essai thérapeutique-là, on en avait parlé les années précédentes, l'oligonucléotide antisense anti-ataxine 2. L'ataxine 2, en gros, c'est un facteur de risque de SLA, et chez des modèles de souris, inhiber ataxine 2, améliorer le phénotype de SLA. Et donc cet essai est absolument négatif, en sachant que s'il avait été positif, tous les patients SLA de France auraient eu une ponction lombaire par mois. Et là, on n'était pas prêt à niveau organisationnel. Mais on se serait débrouillé. Alors là, on va parler beaucoup de biomarqueurs. Vous savez, maintenant, il y a les diagnostics de trisomie 21 chez la maman par une prise de sang, parce qu'on récolte de l'ADN fœtal circulant. Et maintenant, par cette technologie, je ne vais pas rentrer dans les détails, on peut prendre de l'ADN de neurones en train de mourir dans le cerveau, dans le sang. Voilà. C'est une équipe de Stanford, je ne rentre pas dans les détails parce que les résultats sont trop beaux, il y a une sensibilité spécifique extraordinaire, mais qui permettrait par exemple de détecter les fameux exons cryptiques, parce que
comment on peut prouver qu'il y a une anomalie dans le cerveau sans biopsier le cerveau? Et ben en fait, on peut récolter de l'ADN circulant dans le sang avec des technologies qui sont déjà éprouvées. Mais bon, c'est bioarchive, donc c'est encore ultra frais, il faut attendre un petit peu que ça mature. Ensuite, autre chose qu'on avait parlé les années précédentes, c'est la technologie RT-Quick. RT-Quick, c'est on prend une protéine, enfin, on essaye de détecter une protéine pro-agrégante qui s'agrège un peu trop par rapport à quelqu'un de normal. Donc, par exemple, dans la maladie Creutzfeldt-Jakob, on prend de la protéine PRP normale, on ajoute du LCR avec supposément la protéine PRP pathogène, et en fait, c'est des cycles, c'est un peu comme une PCR, mais avec des protéines. Donc, on met le LCR en contact d'une protéine normale, et s'il y a une protéine toxique dedans, ça va s'auto-agréger, il y a des courbes d'agrégation, ça permet de détecter le Creutzfeldt. Et donc ça se développe pour, on vient de dire Creutzfeldt-PRP, pour dans la SLA, Sodin et TDP43, ils ont des RT-Quick en phase de développement, et c'est un peu plus ancien pour le Parkinson ou les synucléinopathies. Il y a des RT-Quick qui se font dans plusieurs labos en France. Donc on met le fluide biologique en contact avec la synucléine normale, et si cette synucléine est anormale, ça va entraîner une auto-agrégation qui se détecte. Bon. Et donc ça s'appelle la RT-Quick alphacine. Voilà, c'est pour là où je veux en venir. Bon, et en fait, là c'est une étude qui regarde est-ce que les patients SLA ont une synucléinopathie, au moins sur le plan biologique. Alors, les patients SLA peuvent avoir assez fréquemment un syndrome parkinsonien, mais de là à dire qu'ils ont en plus une anatomopathologie de Parkinson, ça c'était plus discutable. Et donc ça, c'est un article qui est uniquement dans l'European Journal of Neurology, mais qui a quand même été repris en éditorial dans Nature. Et donc, il y a à peu près 15% des patients SLA qui ont une activité synucléine détectable dans le LCR. Et on en parle là peut-être, mais ça c'est pareil, c'est un affinement, peut-être que les SLA se différencient avec des copathologies. Et donc ça, probablement, est-ce que par exemple, s'il y a des traitements anti-synucléine, cette population de patients SLA en bénéficierait? Voilà. Ensuite, article qui est publié il y a une semaine. Toujours un peu trop beau pour être vrai. C'est le diagnostic de SLA 100% sur une prise de sang. Donc ça va utiliser des microvésicules. Les microvésicules, il y en a plein de tailles différentes. Il y a les plus petites qui sont les exosomes de la taille d'un virus. Et puis après, il y en a plein de tailles différentes. Il y a plein d'espèces différentes de microvésicules qui, dedans, contiennent des protéines, des acides nucléiques et qui sont étudiés comme biomarqueurs potentiels dans un tas de maladies. Et là, ils vont prendre des microvésicules qui ont la caractéristique de porter une protéine qui s'appelle l'ICAM et c'est des microvésicules qui sont originaires, donc on détecte dans le plasma, mais qui sont originaires du cerveau. Et donc, ils extraient ces microvésicules particulières, l'ICAM positive, et ils vont regarder plusieurs choses, mais entre autres, la présence de TDP43 par la technique SIMOA qui permet de détecter toute petite quantité de protéines TDP43 parce qu'elle est très mineure. Et en fait, a priori, sur cet article dans Nature, il y a 100% de sensibilité, spécificité, SLA versus contrôle. Voilà. Donc pour le moment, c'est une équipe, un labo, c'est pas du tout accessible. Mais bon, si c'est vrai, c'est clairement quelque chose qui va se développer. On va reparler d'RT-Quick, les RT-Quick Sodin. Et là, on en avait déjà parlé les années précédentes, mais la question c'est les patients, la protéine Sodin, est-ce qu'elle a un rôle physiopathologique uniquement chez les patients qui ont une mutation du gène Sodin, ou est-ce que, d'une façon ou d'une autre, toutes les SLA ont un petit peu, enfin, les agrégats de Sodin participent à la physiopathologie de toutes les SLA. Et donc là, c'est l'équipe de Neil Cashman. Donc Neil Cashman, c'est vraiment une star de tout ce qui est prion et trucs comme ça. Ils vont faire des RT-Quick. Alors là, c'est pas dans le sang, ni dans le LCR, c'est directement sur du tissu de la moelle et du cerveau. Soit de patients qui ont une mutation Sodin, donc là, on s'attend à ce que la RT-Quick elle soit positive, mais aussi des patients C9. Et là, très étonnamment, les patients C9, dans cet article d'Acta Neuropathologica, qui n'est pas non plus qui est une excellente revue, même les patients C9 ont une RT-Quick positive pour Sodin, et même les patients sporadiques. Donc voilà, on est en train de dire, est-ce qu'il y a des sous-groupes de patients? Est-ce que les patients SLA, on va dire, bon, a priori, sont tous TDP43? Est-ce qu'il y a le sous-groupe
TDP43-alphacine, TDP43-alphacine sodin, ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, probablement, il y a des sous-types moléculaires de patients qui ont probablement des histoires à nous apprendre, peut-être des processus, des évolutions cliniques différentes, et ceux qui auront sûrement des traitements différents. Bon, bien sûr, ça pose une seule question, hein, c'est est-ce qu'il faut donner du tofersen pour... Parce qu'il y en a plein des articles comme ça. Est-ce qu'il faut faire un essai tofersen chez les sporadiques? C'est la seule façon de régler le problème. Si un patient sporadique, on lui donne du tofersen et le neurofilament en baisse, eh ben oui, on pourra dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc ça, c'est très probablement un argument supplémentaire pour motiver des études de ce type, si Biogène est dans le coin. Et du coup, bah justement, ça, si jamais tous ces traitements arrivent, on n'est pas du tout équipé humainement. Ça, c'est un article dans Neurology qui imaginait qu'est-ce qui se passerait si 100% de leurs patients SLA avaient une intratécale une fois par mois. Bon, bien sûr, tout le monde sait qu'on n'a pas les moyens humains de le faire. Voilà. Donc, pour résumer, je pense qu'il faudrait essayer d'imaginer un concept d'IRM qui regarde plein de choses à la fois. Cerveau, moelle, muscle, etc. Avec un petit peu de biologie, essayer de faire une définition de la SLA très différente de ce qu'il y a actuellement, affinée peut-être par des sous-groupes de biomarqueurs qui fera des catégories en fonction des copathologies éventuelles. Bon, pensez aux anticorps anti-LUS P4, même si ça a l'air d'être ultra rare. La pilimode, oui, bon, voilà. J'ai fini. J'ai une question par rapport au moteur Bond-Sign. Ouais. Je n'ai pas compris. Tu dis qu'en fonction du site de début, il y a une région qui est plus touchée que les autres. Ouais. Et pour l'atteinte bulbaire, c'est les parties les plus externes ouais. du cortex. Donc comment on peut expliquer? Bon, parce que pour les membres submembranes, je peux comprendre qu'une atteinte droite donne une atteinte de l'hémicorps gauche. Ça ne me paraît pas difficile à comprendre. Mais pour l'atteinte bulbaire, on a rarement... Enfin, j'ai toujours jamais pu réussir à dire l'atteinte bulbaire, elle commence sur le côté droit ou sur le côté gauche. Donc comment on peut expliquer qu'une atteinte bulbaire puisse donner une atteinte corticale sur les parties les plus externes des deux côtés, puisque l'atteinte bulbaire, le plus souvent, elle est bilatérale? Bah, ouais. Après, c'est toujours un peu bilatéral, hein, les moteurs dark band. C'est rarement unilatéral. C'est toujours bilatéral et asymétrique. Et donc, on peut plus facilement voir une asymétrie clinique sur des membres qu'au niveau bulbaire. Donc, je pense qu'il y a peut-être, si on faisait de l'électrophysiologie du motoneurone central au niveau bulbaire, on a peut-être des asymétries droite-gauche. Mais cliniquement, je ne suis pas sûr que ça, effectivement, ça peut avoir une expressivité particulière. Je pense que... Enfin, voilà ma réponse. Si tu n'es pas d'accord, c'est comme ça quand même. Emilien, j'ai juste une question. En fait, qu'est-ce que tu attends du diagnostic automatisé, entre guillemets, hein, par intelligence artificielle? Parce que les êtres humains, c'est mal. C'est mal pour plein de choses. Non, mais en pratique, c'est quelque chose qui va se faire dans tous les cas. Et après, la question, c'est est-ce qu'on va subir un jour quelqu'un qui va nous apporter la machine à diagnostic ou est-ce qu'on invente nous-mêmes, quoi. Mais en pratique, je pense que dans tous les cas, ça va déconnecter le diagnostic de l'expérience clinique. Mais ça, c'est une question philosophique. C'est notre cher philosophe de la tout à l'heure est encore là. C'est une très bonne question, mais après, c'est fiabiliser, c'est reproduire, c'est quantifier mieux qu'on peut le faire cliniquement. Parce que le seul intérêt qu'on pourrait y voir, c'est d'avoir un délai diagnostique qui soit plus court et donc de pouvoir inclure les patients. Ah non, moi je vois plus ça pour phénotyper, pour catégoriser. Donc c'est pas du diagnostic, c'est de la catégorisation. Je pense qu'on pourrait faire du diagnostic sans aucun problème. Je pense que si tu cumules toutes les anomalies qu'on voit sur cerveau, moelle, muscle, etc., plus un peu de biologie, je pense que tu fais un diagnostic de SLA, je pense. Bon, c'est une discussion qu'on pourra poursuivre plus tard, mais parce que je suis d'accord que ça peut se faire. La question, c'est quel est l'intérêt, en fait? Est-ce qu'on gagne du temps? Est-ce qu'on gagne en précision, comme tu le dis, sur les phénotypes? Ou est-ce que ça peut se faire, mais finalement, ça ne va... De toute façon, les patients, on sera dans le rapport humain, comme on le disait préalablement, et donc dans ces cas-là, ce sera un outil supplémentaire, mais qui ne sera pas forcément hyper utile. Oui, mais à ce moment-là, tu dis... je pense que c'est Gaëlle qui parle, mais je ne sais pas d'où elle vient. Ah oui, tu es là. Oh, je te cherche depuis le début. C'est mon côté old school, voilà, tu vois. Mais à ce moment-là, à quoi sert l'électromyogramme? Parce qu'on peut faire le diagnostic cliniquement. À quoi sert les neurofilaments? Non.
Ah non. Ah non, mais Je m'inscris. bien sûr que si. C'est... Bon, débat à suivre. Ouais. Merci.